à toutes et à tous et bienvenue sur ce débat qui est intitulé Comment promouvoir les produits issus de la conversion à l'agriculture biologique auprès des distributeurs et des consommateurs. Donc avant toute chose et avant de faire un tour de table de présentation, je vais introduire un peu le sujet en parlant du marché des fruits et légumes bio qui a encore progressé depuis en 2018, par exemple, si on prend les chiffres, avec 17% en valeur selon Interfel par rapport à la moyenne des 3 dernières années. La production française n'est pas en reste, si l'on croit l'agence bio, avec entre 2016 et puis 2017 plus de 28% des surfaces en légumes et 17% des surfaces en fruits. On peut noter une nette accélération des conversions aussi en 2017. Pour autant, on constate que la dynamique de conversion semble insuffisante pour satisfaire à la fois les besoins des distributeurs, notamment de la grande distribution, dont toutes les enseignes s'affichent clairement engagées en bio. Pour accompagner la conversion des producteurs, des dispositifs d'aide existent depuis bien longtemps, mais les délais de paiement sont parfois très longs, ou le montant des aides, par exemple, on peut citer à hauteur de 900 € par hectare et par an en fruits et légumes, n'est pas incitatif pour compenser la baisse de rendement. Pour faire face à cette situation, des initiatives nouvelles émergent pour encourager à la fois la conversion et développer à terme la production certifiée bio. C'est ainsi qu'on voit apparaître chez certaines enseignes et certains industriels de l'agroalimentaire des exemples comme des produits en conversion vers l'agriculture biologique et même des marques spécifiques pour la production en conversion. On peut citer entre autres Récoltons l'avenir, mais on verra d'autres marques aussi qui proposent des marques spécifiques. Ce phénomène nouveau pose aussi quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec vous aujourd'hui. On peut citer par exemple, s'agit-il d'une démarche opportuniste d'adaptation de l'offre à la demande bio ou d'une réelle volonté durable de construction de filières? Ou encore, est-ce que cela peut être une stratégie gagnant-gagnant? Ça, vous allez nous le dire, pour la production comme pour la distribution. Ou encore, n'y a-t-il pas un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs avec une segmentation de marché de plus en plus entre, par exemple, le conventionnel et le bio, où se trouvent, par exemple, les produits déjà, on peut trouver des produits entre 100 ou 0 résidus. Donc ça aussi, c'est à faire attention dans la compréhension commune des consommateurs. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à chacun pour une brève présentation. Je vous laisse la parole, on commence. Merci. Oui, bonjour, Marc Duret, je suis le directeur des partenariats avec les PME et le monde agricole. Et je suis également toute la partie sourcing concernant le plan bio pour Carrefour. Bonjour, Gérald Townsend, je suis le récent responsable RSE de chez Picard sur Gelée. Et bonjour à tous, donc je suis Orion Porta, je suis directeur général de Biocop. Juste Biocop en quelques mots, des fois qu'il y ait des gens qui ne nous connaissent pas. Leader de la bio spécialisée en France, 1,210 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2018 et un modèle atypique puisqu'une coopérative qui regroupe des consommateurs, des magasins, bientôt 600 magasins, des producteurs et des salariés. Et tu es revenu sur ta terre natale? Exactement, puisque je suis d'ici, immigré depuis peu à Paris pour mon métier, mais je suis d'ici. Donc Gérald, on te propose de commencer pour nous expliquer la démarche de développement de la production chez Picard. D'accord, donc je vais utiliser quelques slides, si ça apparaît. Pas nécessairement. En attendant que les slides déroulent, globalement chez Picard, c'est une double motivation qui a fait nous arriver en début d'année 2019 à soutenir la conversion des agriculteurs vers le biologique. Clairement, c'est quelque chose qui s'inscrit au cœur de notre démarche d'aider, puisque comme la plupart des enseignes, on a 3 piliers et celle autour de l'environnement veut adresser les trois, le cycle de vie naturel d'un produit qui veut qu'au départ, on essaie de l'éco-concevoir, ensuite on essaie de le transporter
vers nos magasins avec des moyens de transport les moins émissifs pour aller vers des magasins les plus responsables possibles. Donc je vais très très vite. En 2012, on a fait quelques ACV de grandes familles de nos produits, des analyses de cycle de vie qui ont révélé, vous le voyez ici en bleu, que la grande majorité des impacts environnementaux viennent de l'amont, des matières premières. Donc on s'intéresse évidemment à éco-concevoir et donc alléger les impacts environnementaux liés aux produits. Et du coup, voilà, on a depuis maintenant 2 ans travaillé davantage sur l'amont pour mieux répondre aux demandes de nos clients. Donc là, on a mis 3, vous avez mentionné le sans résidus sur lequel on va tendre, on espère, dès l'année prochaine. On aide au déploiement des pratiques écologiques via un programme qu'on appelle Happy Leg en connexion en Bretagne avec Ardo et l'INRA Bretagne pour leur apporter des pratiques écologiques et réduire in fine l'indice de fréquence de traitement de quelques 20%. Et puis on a ces 2 projets bio-locaux dans les 2 régions sud-ouest et sud-est qui, on l'espère, dès 2020, permettront d'avoir des producteurs qui passeront par l'industriel et par nos réseaux de magasins. C'est ces régions qui font l'objet d'un partenariat avec la FNAB. Oui, tout à fait. Merci de le mentionner, j'aurais dû le mettre, sinon ils ont parfaitement raison. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, on a des consommateurs au rendez-vous, très clairement. L'année dernière, on a fait un x2 en termes de référence sur nos produits bio, donc de 40 et 80. 26% d'augmentation en volume. Et comme vous l'avez dit aussi, la grande part aujourd'hui de notre chiffre d'affaires produits bio vient des fruits et légumes. On a décidé d'accélérer à notre mesure. Je suis très humble par rapport à mes deux co-animateurs de la table ronde, le développement de filières fruits et légumes. Donc pour mettre des visuels et pour répondre à comment sensibiliser ou faire venir le consommateur sur ces produits en conversion. Nous, on a démarré en septembre avec un seul fournisseur aujourd'hui qui est Ardo en Bretagne, donc borné la Bretagne, mais on n'est pas du tout fermé à travailler avec d'autres industriels qui voudraient et qui souhaiteraient aussi accompagner la conversion des agriculteurs. On les aide, vous voyez, c'est la deuxième ligne avec un prix d'achat beaucoup plus haut. Et on a déployé une gamme, ce qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire trois produits, donc le petit pois, le chou-fleur et le brocoli. Pour répondre, comme vous l'avez aussi mentionné, à des manques de volume sur le produit bio. C'est clairement un soutien du consommateur qui est sollicité au Exactement. Exactement. Donc on a eu plusieurs types de supports. Donc on a au milieu la vidéo en mag qui était pendant le courant janvier. Tous ces supports ont eu lieu en janvier parce qu'on croit vraiment, et la com chez nous était très enthousiaste à l'idée de mettre en avant le fait qu'on soutenait la conversion des producteurs vers le biologique. Donc on a créé des packaging dédiés que vous avez vu sur la slide d'avant. Donc avec une créa nouvelle, on a mis dans notre prospectus en janvier une petite page sur où on en était, les enjeux que ça représentait pour eux d'aller en 3 ans jusqu'à la conversion, et donc le support de notre part et donc des clients consommateurs, donc et dans le magazine et dans le prospectus. Gros succès, on en est très heureux. On pense que dès l'été, on aura épuisé les volumes qu'on avait mis de côté et qu'on avait demandé. Même sur le premier trimestre 2019, on a encore un plus 30% versus tout 2018, donc qui présage d'un grand déploiement chez nous. Et donc l'année prochaine, on va réouvrir avec 2 nouveaux légumes, qui seront la carotte et le haricot vert. Voilà. Et c'est qui les producteurs qui travaillent avec vous? C'est des petites ou des grandes exploitations en fait? C'est quand même des grandes, j'imagine. Je ne les connais pas particulièrement. On a fait une petite communication, je ne sais plus dans quel journal, où effectivement il y avait une interview d'un producteur de chou-fleur, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'ils sont d'une taille importante aujourd'hui parce que aujourd'hui ils irriguent tout notre parc de magasins, donc 1000 magasins. Même si dans notre bac ça représente, j'ai pas mis le visuel, mais un petit quart aujourd'hui avec une signalétique spéciale dans nos bacs bio. Autorisé par Bureau Veritas parce que pratique en ligne avec. Donc il y a un petit encart qui montre avec un sticker qui sont en conversion, mais on les a quand même placés là pour montrer que ça dans notre esprit ça rejoignait la philosophie. Mais aujourd'hui ils sont plutôt d'une grande taille pour des raisons de volume. Bien, Monsieur Duret, l'appui à la conversion de la chaîne Carrefour, ça s'inscrit dans un programme qui s'appelle Act for Food. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche?
Oui. Alors, oui, c'est bon là, vous m'entendez. Alors, bon, pour commencer déjà, le bio chez Carrefour, on a commencé en 1992 avec la boule bio. C'était un des premiers produits qui soit sorti. Et donc, les producteurs, en l'occurrence, enfin, les coopératives avec lesquelles on a travaillé, sont toujours partenaires. Donc, après ces nombreuses années. En 1997, on a lancé la marque Carrefour Bio. Et bien entendu, dans le même temps, on a développé aussi tout ce qui était agroécologique avec les filières qualité Carrefour. Donc on a une certaine habitude, si vous voulez, sur tout ce volet sourcing, sur toute cette démarche amont de filières et de rapprochement avec les producteurs. Et sachant effectivement que concernant le bio, eh bien, on a entrepris exactement les mêmes démarches qu'avec les filières, c'est-à-dire un partenariat avec l'amont, des contrats de 3 à 5 ans. Et bien entendu, la nouveauté, donc la conversion, et cela depuis 2017. Oui, c'est ça, 2017. Donc 2017, les premiers produits sont sortis en conversion. Actuellement, on a environ une dizaine de produits et on embarque 90 producteurs. Alors petits, moyens et gros, effectivement, mais avec une ambition de volume à la clé. C'est-à-dire qu'on va définir sur les années jusqu'à l'arrivée sur le produit bio une quantité, un volume. Et à partir de là aussi, ce qui est un petit peu nouveau dans le cadre des contractualisations, un tarif. Et donc pour le coup, on établit le montant en fait, hein, donc on n'est plus sur le prix du conventionnel, on n'est pas encore tout à fait sur le prix du bio, mais néanmoins on a un calcul de tarif qui permet en fait à l'agriculteur de trouver une source de revenus. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on a vu que les aides à la conversion étaient faibles par rapport à l'effort demandé, et la valorisation de la conversion est intéressante. Oui, parce qu'en fait c'est une période de risque. Clairement c'est une période de risque, c'est un acte courageux quand même de se lancer dans le bio. Et à partir de là, nous, c'était de pouvoir, comment on va dire, apporter notre contribution à la trésorerie. Et après, un petit peu au-delà aussi, on dispose de produits financiers qu'on met également à disposition, toujours liés au problème un petit peu du retard des aides. Et donc à partir de là, on a des produits financiers avec Mimosa, et alors sur du crowdfunding, et également Finifac, qui est une source de contribution en interne également, et qui nous permet d'accompagner l'agriculteur. On a un exemple. Oui, on a un exemple ici. Je ne sais pas où l'orienter, dites-moi. Voilà, donc là ici, vous avez typiquement un logo. Oui, pardon. Oui, ça y est, j'y suis. Donc vous avez un logo que vous voyez apparaître effectivement sur la droite. Alors il y a une petite nouveauté maintenant, c'est qu'on a un partenariat avec le WWF, qui est également partenaire dans la démarche, qui avait validé en fait chaque étape de notre réalisation. Et donc vous avez également donc maintenant le panda qui apparaît sur le package. Est-ce que, comme les produits Picard, on a vu qu'il y avait une réponse du consommateur? Est-ce que aussi pour ces produits-là, le consommateur était présent et vous avez pu écouler tous les stocks des produits en conversion? Est-ce qu'on a des chiffres peut-être ou des pourcentages? Alors sur ces produits-là, ça va représenter environ 3% des volumes. Enfin, si on prend la totalité du bio en fruits et légumes, ça va représenter environ 3% des volumes. Alors effectivement, en termes de visibilité, pour le moment, on a encore du travail puisque le consommateur n'est pas encore parfaitement habitué. Mais on perçoit en plus le fait d'avoir ce partenariat avec le WWF, ça évoque quelque chose au consommateur. Donc ça en soi, c'est une force. Et je voulais revenir également sur le fait que maintenant, la MDC en bio, enfin la MDD, les Carrefour Bio pèsent environ 30% des volumes totaux vendus en bio sur le fruits et légumes. Donc vous voyez, un tiers du chiffre en fait apporté par la MDC, par la contribution de la MDC. Et donc à l'intérieur de cette MDC, vous avez effectivement la conversion. Et ces produits-là, ils se trouvent dans le rayon bio ou à côté? Alors à côté, parce que bon, on est toujours sur des produits en fait, avec emballage bien entendu, quoi, mais bon, effectivement à proximité du bio, sachant après qu'on développe toute une activité de vrac maintenant à grande vitesse, on va dire. C'est quelque chose qui a été un des leviers également d'évolution du rayon. De fruits et légumes en vrac. Et là, par contre, on ne peut pas faire cohabiter les produits, bien entendu. Hein. Mais en temps normal, effectivement, une proximité pour que les gens puissent voir un petit peu les étapes, entre guillemets, entre conventionnel, la conversion et effectivement après le bio. Alors, on va se tourner vers Orion. La vente des produits en conversion, c'est pas nouveau chez vous. Ça fait peut-être 20 ou 25 ans que j'ai vu ça, mais est-ce que tu peux nous développer?
Effectivement, ce n'est pas nouveau chez nous. Alors, juste quelques rappels, plus de 30 ans dans la bio, plus de 30 ans 100% bio. Chez nous, on ne fait que du bio. Et puis surtout, avant tout, la mission de Biocop, c'est le développement de la bio. Donc forcément, la question de la conversion, elle est arrivée dès le début, puisqu'il ne faut pas oublier, Biocop, à la base, c'est des consommateurs qui cherchaient des produits qui sont tournés vers la production. Donc il y a 30 ans, cette question de la conversion elle est encore plus présente. Alors j'ai entendu quelques chiffres. Aujourd'hui, la conversion chez nous, c'est 12 à 15% des volumes de fruits et légumes. Ça montre à quel point c'est significatif. Et puis, on est peut-être l'unique acteur de la distribution à ne pas faire de distinction de prix aujourd'hui entre la conversion et le 100% bio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on distribue, on valorise ces produits-là dans nos magasins auprès du consommateur, on valorise la démarche et on explique bien que si demain ils veulent de la bio, il faut acheter de la conversion et qu'il faut la valoriser au prix du bio, puisque c'est une période effectivement difficile pour les consommateurs. Encore une fois, je le rappelle, on est une coopérative dans laquelle il y a 20 groupements qui sont sociétaires dans les 4 filières, 3700 fermes. Donc forcément, quand on prend des décisions, qu'on est tous autour de la table, on prend des décisions qui sont quand même orientées vers ce monde agricole. Ensuite, on a aussi une partie aide au développement qui existe autour de conventions de développement filière pour aider cette première année qui n'est pas valorisable en bio. Alors ça s'applique plus à des filières laitières ou viande ou des choses comme ça, mais on a besoin d'accompagner cette première année qu'on ne peut pas distribuer dans nos magasins. Et puis, il ne faut pas oublier que toute cette structuration, elle permet aussi de développer les organisations. Nous, on croit beaucoup au collectif, on croit beaucoup à la création d'organisations collectives et au développement de la production partout sur le territoire et accompagner le maillage. Et cette aide à la conversion, elle permet de développer le nombre de groupements. Je voulais en profiter pour citer un exemple assez récent qu'on a développé dans le département avec la COP Latour, qui était une coopérative qui avait déjà commencé à se convertir au bio, mais qui était un peu dans un tournant. Et donc en 2018, grâce à une rencontre avec nous et grâce à des engagements, ils ont vraiment passé ce virage et ont décidé d'aller plus loin. Et ils ont attaqué leur dernière vague de conversion. Aujourd'hui, ils sont à plus de 90% de leurs sociétaires qui sont en bio ou en conversion. Et on pense que notre force d'être en 100% bio et notre agilité, c'est aussi ça. C'est d'aider des structures de tailles différentes à pouvoir se convertir. Et grâce à la transparence, grâce aux échanges qu'on peut avoir, ils osent y aller et ils osent y aller avec nous. Et je pense que voilà, c'est vraiment ça qu'on est capable d'amener sur ce sujet du développement de la bio et du coup par la conversion. Donc en fait, on est dans les 3 démarches. La volonté de développer la production en relation donc étroite avec vos structures, soit de transformation, soit de distribution. Il n'y a rien qui vous différencie finalement. Alors moi, je dirais pas ça. Ce qui nous différencie quand même, c'est l'objectif. Nous, l'objectif, c'est de développer la bio. Aujourd'hui, d'autres distributeurs, c'est de répondre à une attente du consommateur. Nous, quelque part, le marché qui existe aujourd'hui, on a contribué à le créer. Si les gens s'intéressent autant au bio, c'est parce qu'on a créé ce marché-là et qu'on a développé la production. C'est quand même une différence. Vous n'avez pas l'air d'accord. Oui. C'est bon. Oui, quand je vous ai rappelé les dates de 92 et 97, c'était pour vous expliquer que la bio, c'est pas nécessairement quelque chose d'opportuniste chez Carrefour. Voilà, c'est juste ça. Oui, non, nous non plus, évidemment. Je pense qu'on profite quand même de ce que Biocop avait fait préalablement, mais aujourd'hui, maintenant, c'est quand même inscrit dans notre cœur de stratégie d'aider. Je n'ai pas particulièrement de chiffres à donner, mais je passe beaucoup de mon temps sur le pilier environnement à adresser le sujet amont pour, via des démarches APILEG, légumes, agroécologie, globalement aujourd'hui, non, c'est aussi pour répondre. Les clients sont là et donc on va répondre, mais on y irait de toute façon. Il ne faut pas se tromper, on est ravis que tout le monde s'intéresse à la bio et que tout le monde ait envie de développer la bio. Et encore une fois, nous on croit à la bio qui devienne le marché numéro 1 et qui prenne beaucoup plus de place qu'aujourd'hui. On en parle énormément, mais la bio ne représente que 5% de la consommation alimentaire aujourd'hui, donc il y a du chemin énorme à faire. Je partage l'analyse, effectivement, oui, 5% actuellement de la consommation. C'est bon, je suis un peu fâché avec le micro. Ah, ça y est, c'est bon. Oui, 5% effectivement, donc avec des ambitions, y compris au niveau du gouvernement, de doubler face, ainsi de suite. Donc il y a une belle dynamique. Et je pense que l'ambition de Carrefour est de doubler fera 2022, clairement. Doubler votre chiffre d'affaires qui est déjà important.
Oui, qui était déjà de l'ordre de 1,6 milliard environ. Et est-ce qu'il n'y a pas un danger finalement, avec les produits en conversion, de trouver du bio à pas cher finalement, enfin du bio low cost en quelque sorte? C'est ça, si on veut parler des différences aujourd'hui, il faut absolument que la bio se développe. Alors nous on dit la bio, pas le bio, vous en apercevrez peut-être, c'est parce qu'on pense que derrière un produit certifié, ça ne suffit pas. Notre objectif c'est de développer une bio française, si possible locale, si possible commerce équitable, si possible qui ne voyage pas, qui respecte les saisons. Et c'est cette bio-là qui doit se développer en France. Ce n'est pas une bio à deux vitesses et ce n'est pas reproduire certains travers du modèle conventionnel vers une bio d'exportation. Voilà, il faut qu'on arrive à mettre une bio à valeur sur le marché. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on a des retours aussi des consommateurs? Parce qu'on voit que le panier de la ménagère, il va regarder un produit en conversion plus attractif. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'il reste sur cette tranche de produit? Ou est-ce que vous avez des retours, justement, un suivi des consommateurs pour justement les promouvoir de la conversion jusqu'au bio, quoi, pour avoir des convertis? Moi, je laisserai parler les autres. Chez nous, clairement, ils ont compris que ça rentrait dans une démarche. Donc, à un moment donné, ils ont un produit à conversion et demain, ils l'imaginent en bio. Donc, ils ne vont pas chercher le produit à conversion. Par contre, ils n'ont pas de frein par rapport à ça et c'est important. Il faut que ça se développe. Donc, aujourd'hui, encore une fois, on le vend au même prix, le produit en reconversion et le produit en bio. Donc, il n'y a pas de choix. Ils ne vont pas aller chercher le prix. Oui. Non, je pense qu'il n'y a pas de compétition entre les deux. Je ne vois pas de compétition entre les deux pour le moment. Je rejoins parfaitement la démarche autrement sur une bio française. C'est l'un des actes, enfin, on parlait d'actes for food et l'un des premiers actes, c'est justement la bio française. On a 3 piliers sur la bio qui sont une bio gourmande, une bio qui soit accessible, enfin ce qu'on appelle une bio de tous les jours, et enfin donc une bio locale. Donc effectivement, ça rejoint cette démarche de privilégier l'origine France et d'éviter d'opposer la bio. Ça, c'est effectivement... Moi, c'est ce que je trouve intéressant, justement. Souvent, c'est le prix qui est jugé inaccessible pour certains consommateurs. Et donc, le fait de pouvoir goûter à un produit issu de l'agriculture biologique à un prix intermédiaire, ça me paraît toujours, d'ailleurs, une initiative intéressante. Ce qui est quand même intéressant, et on voit même certains distributeurs qui étaient beaucoup sur le prix commencer à dire que le consommateur est prêt à payer un peu plus cher pour un produit de qualité. Nous, on le voit clairement avec le local. Aujourd'hui, les produits locaux, donc moins de 150 km de nos magasins, c'est plus de 11% en moyenne. Et dans des coins comme ici, que je connais bien, parce que j'ai exploité des magasins ici, on dépasse les 20% sur l'année. Donc il y a des périodes où on est bien au-delà de ça. Aujourd'hui, le consommateur, il est prêt à payer plus cher pour soutenir un produit d'une économie locale, de proximité. Donc la question du prix, elle est là, elle est vraie. La bio doit se développer aussi pour réduire certains coûts intermédiaires. Bien sûr, continuer à valoriser à l'achat. Mais pour nous, on pense que le prix n'est pas le frein à la consommation bio. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on valorise la conversion au bon prix, quoi. Chez Picard, c'est quoi l'objectif? 50% surgelé bio? Dans quel délai? Je sais pas, là pour le coup je peux pas vous répondre, je n'ai pas ce chiffre de stratégie, mais nous c'est beaucoup, ouais. Je pense que on doit déjà être aussi à un tiers de chiffre d'affaires qui sont sur le bio. Je pourrais que je retrouve mes affaires, mais on est à peu près à ce prix-là. Je suis pas convaincu que on maintiendra ces produits en conversion. Je pense que dans notre partenariat, de toute façon, il est déjà figé avec notre industriel. Ils iront au bout. Ce que je veux dire, c'est que à la 4e année, ça basculera avec le packaging prévu bio et je pense pas qu'on multipliera 10, 20 légumes de produits en conversion. Pour moi, ça reste une étape. Ça répond exactement à ce que vous avez dit à un positionnement prix, à une démarche de je veux y aller mais je peux pas forcément me le permettre au quotidien. On a des magasins partout sur le territoire avec des territoires un peu plus en difficulté économique et donc qui s'adressent vers le conventionnel classiquement et qui s'ils veulent tester le bio et être assurés par exemple sur la valeur gustative, oui effectivement ils peuvent commencer par ça et nous on va faire en sorte qu'au bout de 4 ans ça bascule dans le bio et qu'ils puissent continuer à aller vers le produit bio. Oui, après, on a fait le choix de ne pas avoir des produits conventionnels à côté pour comparer. Et le consommateur qui vient manger chez nous, il a conscience qu'il vient manger bio.
un converti. Enfin, il est déjà converti dans l'esprit. Hein. Il vient pour ça, quoi. C'est pas... Nous, on répond à une autre forme de clientèle. Monsieur Thierry. Ce qui nous intéresse également, c'est la conversion du consommateur, pour le coup. Et il est vrai effectivement que on a environ 15% de bio-addicts, donc de gens qui viennent vraiment pour une destination bio. On en a près de 28% qui en achètent occasionnellement. Et l'intérêt justement maintenant, c'est de faire venir progressivement ces gens et passer les étapes et de venir et d'acheter également le bio chez nous. Donc en fait, tout ça peut cohabiter. Et effectivement, je pense que, enfin, je voyais les derniers chiffres des études. On a près maintenant de plus de 63% de consommateurs qui y voient l'intérêt santé. Et clairement, on a quand même des actes, ou tout au moins des volontés d'actes d'achat qui sont de plus en plus orientés sur la santé. Et le bio fait partie des réponses pour répondre à cette attente sur la santé. Ah bah après, il y a une autre question qui se pose, c'est pour tous les producteurs qui sont actuellement en conversion, tous ne trouveront pas la valorisation qui est offerte dans les démarches que vous faites. On est sans doute... moi, je connais des coopératives qui ont 1000 tonnes de fruits en conversion, et il y en a peut-être une centaine de tonnes qui sera valorisée dans des démarches comme les vôtres. Alors, il ne faut pas qu'on les berce d'illusions non plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ce n'est pas là que se construisent les partenariats. À partir du moment où les gens se sont engagés dans cette démarche de conversion, ils doivent avoir de la lisibilité. C'est l'exemple que je donnais. On est venu rencontrer les producteurs et leur dire « engagez-vous, on prendra les volumes en conversion et demain on prendra les volumes en bio ». Je crois que c'est ça de la construction gagnant entre un distributeur et un producteur. Et après, oui, il y en a qui font le pari eux-mêmes, mais encore une fois, producteur, c'est un métier, mais il faut construire avec la distribution. Sinon, on peut arriver dans ce genre de risque. Et le risque, ce serait que... Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas, la distribution se développe beaucoup. Mais le risque, ce serait de ne pas se développer en même temps ensemble. Et encore une fois, on est une coopérative dans laquelle les producteurs ils deviennent sociétaires. Donc le premier pas, c'est qu'ils deviennent partenaires. Et ensuite, ils deviennent sociétaires. Et c'est bien ensemble qu'on construit. Et ces fortes croissances de toutes ces années, on les a construites en donnant la visibilité à la production, en leur disant « allez-y, engagez-vous, allez chercher des producteurs en conversion et développez-vous en même temps que nous ». Oui, pour répondre effectivement au sujet, dans le contrat, on va formaliser les volumes qui vont être engagés sur les 3 ans. J'ai à l'esprit un dossier qu'on a lancé sur le concombre. Et donc sur le concombre, effectivement, on s'engage à prendre 60 tonnes par an. Donc comme ça, les choses sont claires. Et justement, cette fameuse notion de visibilité, parce que c'est ça qui peut assurer la pérennité de la démarche. Et je dirais, au-delà peut-être même de 3, on a de plus en plus de contrats à 5 ans. Parce que 5 ans, c'est le temps de la conversion, et après 2-3 ans de visibilité sur les éventuels débouchés. Mais même au-delà de la contractualisation, sur quasiment toutes les démarches qu'on a en entreprise, si je prends les PME avec lesquelles on travaille, ce sont des engagements qui sont de 20, 30, plus de 30 ans pour bon nombre de nos producteurs. Et on le voit sur les marques, hein, que ce soit la filière qualité, sur Reflet de France. En fait, le bio s'inscrit dans une démarche qui était déjà historique, voilà, qui était posée. Donc on est assez à l'aise sur le sujet, avec bien entendu cette particularité de la conversion qu'on n'avait pas nécessairement auparavant, mais il y a toujours de toute façon des plans de progrès, parce qu'on peut parler également d'agroécologie. On a également dans nos contrats donc des plans de progrès où on va s'attacher à la biodiversité par exemple maintenant, qui apparaît de plus en plus fort, le bien-être animal pour tout ce qui est filière animale. Donc globalement ce sont des choses qui sont toujours, vous voyez, en évolution, et sur lesquelles il faut qu'on soit attentif et qu'on réponde aux attentes du consommateur. Merci. Avant de passer la parole peut-être au public pour élargir le débat, je pense que c'est peut-être aussi intéressant de voir les formes de contractualisation que vous avez. Vous avez mentionné 3 jusqu'à 5 ans. Il y a aussi certaines idées reçues comme quoi le producteur des fois peut être pieds et poings liés alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a toujours cette liberté-là. Ça serait bien aussi de voir quels sont les différents types de contrats. Par exemple au niveau de chez Picard. Alors malheureusement, je ne la connais pas exactement. Si ma mémoire est bonne, on prend tous les volumes. On a cet engagement sur les 3 années. Je ne sais pas si ça va jusqu'à 5. Mais... J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Ce petit côté Dark Vador, c'est impressionnant.
Non, je pense qu'on a... Et alors du coup, nous, parce qu'on a l'industriel entre les deux. Du coup, on est solidaires. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est au moins 2 acteurs à couvrir les risques des producteurs et entre eux et nous, on peut leur garantir que tous les volumes qu'ils arriveront à produire, on les mettra dans nos bacs. Et s'il y a une perte, parce que ça peut arriver, on les indemnise aussi dans une proportion honorable. Oui, je pense qu'on a, on a évoqué un petit peu le contrat type sur une base de 3 à 5 ans, un engagement à la fois sur les volumes, à la fois sur les prix. Et donc après, on peut bien entendu se revoir. Enfin, je veux dire, c'est pas 5 ans ferme, entre guillemets, c'est une possibilité de révision des tarifs. On l'a vu, il y a beaucoup d'aléas climatiques qui peuvent également faire varier les cours. Donc à partir de là, on s'octroie le droit quand même de pouvoir le traiter avec le producteur en disant le petit coup de pouce, le cas échéant, si les prix ont augmenté ou flambé, quoi. Oui, alors après, là, on rentre dans des sujets un peu techniques et effectivement, il y a des gens qui font ça au quotidien chez nous. Ça va dépendre des filières, ça va vraiment dépendre des types de produits, des périodes de conversion, etc. Mais voilà, c'est effectivement primordial. Non seulement de définir des règles à travers des contrats, mais aussi tout ce travail de transparence. On fait par exemple des rendez-vous stratégiques réguliers avec les fournisseurs pour dire c'est quoi votre évolution, comment vous voyez l'évolution de votre coopérative, de votre entreprise, vous avez un certain âge, comment vous voyez la suite auprès des dirigeants, etc. Donc tout ce travail de partenariat et de construction commune qui est vraiment importante et même au-delà des contrats. Peut-être dans le public, je ne sais pas s'il y a des questions ou d'autres points de... Ah, je vois des mains qui se lèvent. Donc la différente vision des distributeurs a été exposée. Qu'en est-il du côté du consommateur maintenant? Quel dispositif mettre en place pour que le consommateur ait une bonne perception de ces produits-là? Où est-ce qu'on en est d'une discussion éventuelle d'un logo qui identifie clairement les produits en conversion? Généralement, les produits en conversion au niveau du grand public sont expliqués par des démarches individuelles. Est-ce qu'une réflexion globale sur une communication globale du produit en conversion serait envisageable? Alors, c'est pas moi qui nous représente dans les organes de décision, mais effectivement, on participe à ce genre de réflexion. Nous, effectivement, on a notre propre logo, notre propre signalétique qui est donné aux différents magasins pour qu'ils puissent valoriser ces produits-là, les différencier, ne serait-ce que parce que réglementairement, c'est obligatoire de les différencier dans le rayon. Mais bien sûr qu'on serait partie prenante si quelque chose évoluait sur la réglementation pour valoriser ces produits. Encore une fois, vous avez compris qu'on est 100% pour la démarche. Donc s'il peut y avoir un signe clair pour le consommateur pour qu'il puisse être partie prenante du développement de la bio, nous on serait bien sûr en partant. Il y a dans cette démarche, il y a eu aussi des choses qui existent déjà, par exemple la conversion en agriculture biologique pour le vin du Sud. Donc ça, c'était quelque chose qui a été créé. Est-ce que on ne peut pas l'imaginer justement au niveau de plusieurs distributeurs de pouvoir créer ce logo? Pour nous, je pense qu'il n'y a aucune difficulté sur le sujet. On en a créé on a créé effectivement un packaging à part. Si demain il y a quelque chose qui est national, commun aux enseignes, ça ne pose aucune difficulté. Je pense que... Oui, je pense que nous, on a des discussions à travers le syndicat des distributeurs spécialisés. C'est effectivement une démarche qu'on pourrait pousser. La question, c'est est-ce qu'il y a une démarche officielle derrière qui est prévue ou pas, et des discussions à ce niveau-là. Mais... oui, après, effectivement, c'est peut-être d'harmoniser, parce qu'au-delà du label, c'est la façon dont on harmonise un petit peu le cahier des charges. Donc, effectivement, je vois certainement un petit peu de complexité, mais c'est, à mon avis, un passage obligatoire pour développer la bio. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que oui. Là. Bonjour, Régis Petit, maraîcher bio en Ariège, sur petite structure. Je suis aussi formateur au CFPPA en Ariège.
et j'ai entendu parler d'agroécologie tout à l'heure. Donc c'est la plupart des stagiaires que j'ai et qu'il y a aujourd'hui en maraîchage dans les centres de formation ont des projets d'agroécologie. Donc ça veut dire que ça va un peu plus loin que le bio. Je ne sais pas si vous savez très bien qu'est-ce que c'est l'agroécologie. Et aujourd'hui, on est quelque part vraiment au départ. Et les producteurs qui s'orientent là-dedans n'ont pas la capacité de faire de la recherche pour avoir des modèles stables, reproductibles à d'autres agriculteurs et faire une production pour en vivre aussi. Donc je voulais savoir si vous avez pensé à appuyer la recherche à ce niveau-là, au niveau français. Parce que moi, je suis aussi en train de créer un institut d'agroécologie en maraîchage. Et c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas lier la production et la recherche, vu qu'on est au départ d'une nouvelle science. Voilà, donc j'aimerais avoir une réponse, ou un début de réponse, ou un début d'ouverture par rapport à cette problématique. Marc. Écoutez, j'ai un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, puis en plus on en a parlé il y a moins d'une heure, donc je suis assez à l'aise sur le sujet. Disons que bon, moi, je remercie les chambres d'agriculture, parce qu'en fait, en rentrant dans le bio, on a travaillé avec les chambres d'agriculture, ce qui était un petit peu nouveau pour nous, et qui ont été des opérateurs vraiment intéressants pour justement élargir, sourcer également les producteurs. Et donc, on est allé un petit peu plus loin, et en particulier sur les arbres à noyaux, parce qu'il y a une vraie complexité sur la production. Et donc là, ce qu'on a souhaité, c'est de développer également un fonds avec la Fondation Carrefour, pour collaborer à des études justement sur l'arboriculture, parce qu'il y a effectivement quand même de vrais soucis, une vraie complexité, et pour moi c'est quasiment un des produits les plus difficiles à sortir. Donc l'idée effectivement c'est de contribuer à la recherche, parce qu'il y va de l'intérêt de tous, et donc au travers de stations, de développer justement une recherche active avec des, on va dire, on le souhaite au moins à 3 ans, des choses assez concrètes qui puissent permettre de passer un petit peu au-delà des problèmes que l'on rencontre actuellement sur les abricots, sur les pêches nectarines et autres, où là il y a un véritable enjeu. Donc oui, ça fait partie je pense qu'on a une responsabilité sur le sujet, et ça fait partie justement des enjeux. C'est toute cette stabilisation et cette capacité à pouvoir sortir des produits avec une régularité. Et je pense que c'est un enjeu important. Et je vous dis donc, par le biais de la Fondation, on a activé justement des premières ressources de façon collégiale, bien entendu, puisqu'on n'est pas les seuls apporteurs, mais au moins de contribuer justement à cette recherche. Oui, moi, le premier jour où je suis arrivé chez Picard en septembre dernier, on faisait la restitution en Bretagne, toujours avec cet industriel Ardo, de 3 années d'expérimentation avec une chargée de projet basée dans les locaux de l'INRA à Rennes, et qui a accompagné 4 agriculteurs un peu répartis sur tout le territoire breton pour suivre, pour analyser le système d'exploitation, le système entier, et voir quelles pratiques il était possible pour eux de mettre en œuvre, et de quantifier tous les bénéfices, si tant est que ce soit possible, parce que sur la biodiversité c'est un peu compliqué, ça a même été la plus compliquée. Voilà. Et donc en septembre, on a fait une large communication en plein milieu de la Bretagne, à Pleu-Griffé, pour réunir les 3 OP sous cet industriel, et faire venir, je crois, il y en avait une 50aine d'agriculteurs qui sont venus et qui ont écouté donc leurs pairs sur plusieurs thématiques, la mécanique des cultures, les protections des sols, les prairies fleuries, toutes elles étaient cloisonnées selon 4 grands piliers. Et on faisait des rotations comme ça. On a passé toute l'après-midi à présenter les résultats. Et on en est là, en fait. On espère reconduire, et Marc vient de le dire, donc on était au départ V1 entre guillemets avec l'INRA pour de la recherche pure, et là on est en train de glisser tout doucement vers le développement, et c'est la Chambre d'agriculture de Bretagne qui va nous aider, pareil avec une personne dédiée à l'animation de ces ateliers, pour, on l'espère, pour les 3 prochaines années avoir jusqu'à 100 agriculteurs qui vont rejoindre cette démarche. Donc on appelle aujourd'hui API, c'est l'acronyme de Ardo, Picard, l'INRA.
et legs pour légumes, donc on l'a appelé comme ça, mais effectivement c'est très très ouvert, il n'y a pas de référentiel propre. Nous on en a créé un à nous entre 3 acteurs avec une 26 pratiques d'agroécologie dans lesquelles ils viennent piocher. Et donc on va avoir une autre forme de partenariat et de valorisation économique qu'on a communiqué, donc je peux vous la donner, qui est aux alentours de 10%, pour tout agriculteur qui s'engagera à mettre en œuvre une dizaine de ces pratiques parmi 25. Et alors la plus grande complexité, ça va être de mesurer le bienfait environnemental avec d'un côté pesticides, d'un côté biodive, d'un côté richesse des sols. Enfin, il y a plein d'axes on va phosphorer, on va trouver et tout le système de suivi, de quantification, de monitoring informatique pour permettre le déclenchement de la valorisation économique va être mis en œuvre à cette occasion. Donc je vous rejoins s'il y a d'autres acteurs qui sont prêts à créer quelque chose de commun pour qu'on essaye d'éviter de faire des choses en silo avec des acteurs particuliers, très volontiers. J'aurais pas de réponse spécifique sur l'agroécologie. Juste dire qu'aujourd'hui, on est présent sur les territoires. On a 2 types d'accompagnement. C'est le référencement des producteurs en proximité des magasins. C'est plus de 6000 producteurs bio aujourd'hui qui sont sur le territoire et qu'on accompagne dans, pareil, donner de la perspective et du développement. Et ensuite, tout ce qui est plus filière, qui revient à une échelle nationale de notre distribution, où là, aujourd'hui, on a des gens sur le terrain qui accompagnent les groupements dans leur évolution. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public. Oui. Bonjour tout le monde. Adel Ouari, responsable filière dans la grande distribution au Maroc, pas en France. Donc ma question, je rebondis un petit peu sur la première question. On n'a pas eu de réponse. On parle depuis tout à l'heure les efforts fournis par la grande distribution, les distributeurs pour promouvoir un petit peu les produits bio. Mais je me demande quels sont les efforts déployés par les distributeurs pour convertir, si on peut utiliser le terme aussi, convertir des clients, des nouveaux consommateurs vers le bio. Et deuxièmement, dans un partenariat win-win entre les distributeurs et les producteurs bio, si on se met d'accord sur un engagement de 100 et on voit que la consommation tend vers 70, 80, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qui prend le risque? Est-ce que c'est le producteur, le consommateur ou bien le producteur, le distributeur ou c'est moite-moite? Donc c'est un petit peu ça. Merci. Maintenant. Je crois que sur le développement du consommateur, c'est effectivement notre responsabilité et c'est ce qu'on fait tous les jours. Je l'ai rappelé, notre stratégie, c'est de développer la bio et la distribution est le moyen pour la développer pour nous. Et on a ouvert 75 nouveaux magasins l'année dernière. C'est comme ça qu'on développe la bio en développant une offre de proximité pour les consommateurs. Et puis je crois qu'on a aussi un peu accéléré sur la partie communication. Vraiment pour amener le consommateur à passer cette transition, à faire cette conversion-là. Je crois qu'effectivement, ça, c'est notre rôle de distributeur. Et sur votre deuxième question du risque, effectivement, ce risque, il doit être partagé. Et ce travail de contractualisation et d'engagement mutuel, il doit aller jusque-là. Donc, effectivement, des fois, on peut s'engager sur des volumes, mais le marché n'est pas là. Et comment on règle ça au cas par cas et comment on trouve des solutions ensemble. Je pense à des productions comme les fruits secs ou des choses comme ça, où on s'engage longtemps à l'avance, et après il faut trouver des solutions pour distribuer, et on doit pouvoir s'engager là-dessus. C'est important. Oui, donc deux réponses. Alors la première réponse par rapport à l'éducation entre guillemets du consommateur, on a 2 axes. On a un premier axe qui est désormais maintenant une communication que l'on fait sur notre site institutionnel où on explique la démarche. C'est-à-dire qu'on va faire une proposition de produit. Alors voilà, on vous propose et on va donner une explication sur l'origine, sur pourquoi on a entamé cette démarche et autres. Donc on essaye de plus en plus d'apporter un volet pédagogique. Alors d'une part sur des pages de catalogue
ponctuellement, mais de plus en plus sur nos sites, puisque là, on a une dématérialisation. Et à partir de là, on peut mettre du contenu très facilement. Donc, on a de plus en plus de contenu à l'intention de nos clients. Un deuxième point également, c'est la formation des vendeurs. Donc, on a développé ce qu'on appelle des shop-in-shop dans les magasins. Et l'intérêt maintenant, c'est d'avoir un ambassadeur dans le magasin qui va être formé justement, qui a une appétence et qui a un goût pour la bio et qui va justement informer et donner du sens à nos clients. Et dans la version donc des magasins, dans les plus grands hyper, on a 2 personnes qui sont formées pour le coup, vraiment, qui sont entre guillemets des professionnels. Oui, c'est assez récent. Hein. Ça fait depuis... c'est ce qu'on appelle la bio-expérience. On a commencé au magasin de Chambourcy il y a environ 2 ans. Et donc là, on a 2 personnes dédiées et formées justement pour donner du sens à nos clients. Et après, donc ça, c'était sur la première question. Et la deuxième question, de toute façon, souvent, enfin, le volume qu'on va engager, ce n'est pas l'exhaustivité de ce qu'on est capable de passer. Donc on se prémunit respectivement, si vous voulez, en disant voilà, on met un minima de 60 tonnes. Souvent, ce que l'on peut voir, c'est ou une année difficile où on aura beaucoup moins de volume, donc à nous à charge de trouver une solution, ou parfois exactement l'effet inverse, et ça peut être 80 tonnes. Donc on dispose de ce gap, si vous voulez, pour aller au-delà des 60 tonnes. Mais le deal, c'est plutôt de sécuriser une base de volume, et après, je dirais en plus sur un marché qui est quand même foncièrement pénurique, on est plutôt moins 10 ans, entre guillemets, sur nos engagements que ce qu'on est capable d'absorber. Merci, je pense qu'il n'y a plus de questions. On arrive au terme de ce débat. Je voulais vous remercier d'être venu et puis peut-être pas de réelle conclusion, mais voilà, de constater qu'il y a un réel accompagnement auprès des producteurs dans ce processus de conversion. On l'a bien vu, hein, au travers par exemple de prix préférentiels, de contractualisation ou même des expérimentations. Maintenant, je vais peut-être vous redonner une dernière fois la parole pour faire une petite conclusion, voir aussi quelle peut être la vision justement dans 5-10 ans de ces produits en conversion. Est-ce que c'est plus de promotion? Est-ce que c'est plus de gamme? Est-ce que c'est... Voilà, je vous laisse en tout cas la parole et encore merci pour être venu ce jour. Écoutez, je vous remercie également de votre accueil. Bon, je pense que sur la conversion, donc, qui est une étape, hein, je pense que cette approche du bio modifie et modifiera fondamentalement les relations entre distributeurs et production. Je pense que, on a beaucoup parlé des EGA également, et je trouve que l'itinéraire ou les démarches qui sont engagées par le bio nous rapprochent et changent la relation. Justement, cette notion de pérennité, cette notion de dire on défend une bio française, fait qu'on construit avec. On ne peut pas aller contre. C'est très difficile. Et je pense que d'une manière générale, ça va structurer, mais pas uniquement sur le fruits et légumes, hein, puisqu'on aurait pu parler également de l'épicerie, où il y a de gros enjeux également, donc sur des blés, des productions de ce type. Donc, quels que soient les produits en alimentaire qui soient couverts, on va changer de façon pérenne, à mon avis, la relation. Et je pense qu'on s'oriente de plus en plus vers ces démarches de filière. Donc un vrai travail de collaboration. Oui, Marc a tout dit. Hein. Nous, on est en croissance. Je vous ai donné les 2 petits chiffres. On a réussi à faire un doublement des références et des volumes en 2 ans. Donc globalement, oui, nous, on est en attente. Hein, il a très bien résumé. Si tous les agriculteurs qui souhaiteront passer vers le biologique et qui passeront par les stades de conversion, on a cet outil intermédiaire pour les rassurer, le fait qu'on est clairement en attente. Nous, plus il y aura de volume à date, plus on les distribuera. On est très optimiste et très demandeur, donc aucune limite. Ouais, je pense que vous l'aurez compris, nous on a une vision en très long terme. On imagine la bio bien plus loin que ce qu'elle est aujourd'hui, donc avec des potentiels importants pour la production. Ce qui est important pour nous, c'est que la production se développe en même temps que la distribution, donc qu'on ait ce partage de projets. Puis l'évolution des produits en conversion, ça peut être des produits transformés en conversion. On a fait ça depuis 3 ans et ça fonctionne très bien, notamment sur des jus de pommes, où là on présente le côté militant du produit qui est en conversion, on soutenait la conversion, donc il peut y avoir une évolution vers les produits transformés. Nous on imagine qu'il y aura toujours plus de produits en conversion puisqu'il y aura toujours plus de bio donc derrière,
derrière, il faut que la production se développe. Voilà un exemple. Je pense que ça peut être aussi, on parlait de signes distinctifs et de valorisation. Là, on est vraiment là-dedans. Et puis voilà, la construction de filières, c'est notre ADN, la coopérative, le collectif. Donc ce qu'on a envie, c'est que d'autres gens nous rejoignent, qui commencent comme fournisseurs, comme partenaires, puis qui deviennent sociétaires. Du coup, ils deviennent décideurs de l'avenir d'un distributeur. Et ça, chez nous, c'est possible. Donc voilà. Merci à vous et puis bonne suite au salon Medfel.